Merci à vous. Merci à vous d'être venu ce soir pour la conférence de Rémi Casal. Avant de présenter Rémi, je vais faire simplement un rappel sur la JET. Simplement vous dire que nous sommes une association qui œuvrons pour promouvoir l'éducation populaire dans la pensée de Jean Jaurès. Je vais être très courte. Simplement vous signaler que la subvention classique que nous recevions chaque année du Conseil général du Tarn nous a été supprimée. Donc nous allons au-devant de difficultés financières, nous espérons au maximum susciter un nombre d'adhérents parce que nous pouvons proposer des conférences, des ciné-débats comme certains d'entre vous y sont allés avec le CGR, des rencontres et des partenariats. Mais tout ça repose sur du bénévolat, bien entendu, et repose sur les adhésions, sur le chapeau qu'on présente à chaque fin de conférence et sur la subvention du Conseil général qui nous a été supprimée. Je sais qu'il y a bon nombre d'adhérents ici parmi vous, donc je ne vais pas vous relancer, mais simplement essayer d'en parler autour de vous pour qu'on ait un maximum d'adhérents pour que nous puissions continuer cette mission au plus près des habitants. Donc voilà, en ce qui concerne la JET. Et souligner aussi que Rémi Casal, ici présent, qui nous a fait l'honneur d'être là, intervient également bénévolement, ça il faut le signaler également. Tous nos conférenciers interviennent bénévolement dans le cadre de ce planning de conférences que nous proposons chaque année. Donc voilà, si vous pouviez autour de vous faire l'écho de nos besoins et nous permettre de poursuivre cette action qui mobilise pas mal de personnes et des personnes enthousiastes qui y croient. Bon, alors, ceci étant dit, on m'a demandé de faire court, donc je vais faire court. J'ai donc l'honneur et la joie de vous présenter Rémi Casal, un enfant de Mazamet, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Toulouse, historien qui a œuvré à la préservation de la mémoire populaire, de l'histoire ouvrière et sociale et des 2 dernières guerres mondiales. Il est président du collectif de recherche internationale et de débat sur la guerre 14-18. D'ailleurs, étant d'origine polonaise, j'ai vu que les Polonais étaient au courant de ce collectif. Et d'ailleurs, à ce titre, vous avez remis en cause le consentement patriotique de la société française au moment de la Première Guerre mondiale. Quand vous étiez étudiant, Rémi Casal, vous êtes rentré dans l'histoire en prenant comme sujet de thèse dans les années 71-72 les ouvriers et son bassin industriel de Mazamet. Vous avez donné parole aux plus anciens qui pouvaient encore raconter oralement ce qui s'était passé entre 1900 et 1914, ce qui est déjà une démarche originale. Votre démarche repose sur l'urgence d'interroger au plus tôt, d'établir un dialogue avec celles et ceux qui ne seront plus là pour donner des informations utiles à l'histoire. Pour faire de l'histoire, vous dites « Je ratisse toutes les sources du possible, dont les sources orales. C'est le rôle de l'historien de faire surgir des choses qui auraient disparu, voire de traduire et d'expliquer ce que disaient les gens à cette époque. » Alors, vous citez un exemple, vous citez l'exemple « Mon père ne faisait pas de politique », quelqu'un de Mazamet que vous avez interrogé, alors qu'il était connu comme le bras droit d'un réactionnaire, donc il était de droite. Rémi Casal va au-delà d'une lecture d'archives et du témoignage. Il découvre, il dialogue, il découvre et il explique des erreurs dues à des sources contradictoires, mal imprimées, mal interprétées, comme dans les études jaurétiennes. Ce soir, Rémi Casal va nous faire découvrir un couple militant, pacifique, d'un courage extraordinaire, 2 enfants de Castres, amis de Jean Jaurès, que sont Jules et Marie-Louise Puech. Mais il va nous parler ce soir de Marie-Louise Puech. Le livre est ici en vente. Je n'en dirai pas plus. Merci à Rémi Casal de les mettre aujourd'hui à l'honneur. Vous avez la parole et elle sera enregistrée dans les archives de la JET. Voilà. Au niveau de... On peut applaudir Rémi. À vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci de m'avoir invité pour cette conférence que je fais avec grand plaisir. Ce n'est pas la première fois que j'interviens devant la JET.
mais c'était plutôt à Albi que ça s'était produit les 2 ou 3 fois précédentes. Par contre, ici, j'avais participé il y a quelques années à un colloque sur Jaurès et l'affaire Dreyfus, dont les actes ont été publiés par le Centre national et musée Jean Jaurès. Je dis un mot de complément sur ce que vous avez remarqué à juste titre. Des fois, il faut être local pour comprendre un certain nombre de choses. Par exemple, je savais qu'à Mazamet, quand on dit « je ne fais pas de politique », ça veut dire que je suis à droite. Et moi, je suis dans le bon sens. Ceux qui font de la politique, ce sont ceux qui sont à gauche. Moi je suis dans... non, je ne fais pas de politique. D'ailleurs, le mot « faire de la politique », c'est presque une insulte. Il y a une autre insulte à Mazamet qui est de qualifier les gens de ouritzinal. Akal est une ouritzinal, celui-là c'est un original, il n'est pas comme les autres, et donc on ne peut pas tellement compter sur lui. Bon, je ferme la parenthèse Mazamet, et si vous voulez bien, donc, on va en arriver à notre sujet. Voilà. Le thème, c'est donc 2 amis de Jaurès. Je mets une majuscule à amis parce qu'il a existé très vite après le décès de Jean Jaurès, après l'assassinat de Jean Jaurès, une association des amis de Jaurès au niveau national et évidemment à Paris surtout. Et dès la formation de cette association, Jules et Marie-Louise Puech ont été adhérents, donc amis de Jaurès dans cette association dont je viens de parler. Coïncidence, dans les 2 années qui viennent de s'écouler, 2023 et 2024, l'éditeur Ampélos, dont je reparlerai aussi tout à l'heure, a publié 2 livres. L'un principalement consacré à Jules Puech, qui a été le premier biographe de Flora Tristan, qui a fait redécouvrir cette pionnière du socialisme. Et c'est une collègue historienne irlandaise qui est venue à Castres plusieurs fois. D'ailleurs, elle a fait des conférences aussi, peut-être avez-vous pu y assister, pour montrer pourquoi et comment Jules Puech avait réussi à faire cette biographie. Et puis l'année suivante, donc en 2024, j'ai moi-même publié chez le même éditeur, avec une présentation proche, une biographie de sa femme, Marie-Louise Millot, épouse donc de Jules Puech, avec comme sous-titre « Pacifisme, féminisme, résistance », comme on va en reparler plus en détail. Alors, cette conférence est faite devant l'association Jaurès Espace Tarn. Il fallait donc qu'il y ait un rapport avec Jean Jaurès, parce qu'on peut faire des conférences sur ces 2 personnages extraordinaires en prenant différentes directions. Je pense que d'ici quelque temps, j'en ferai une à Albi avec un autre intitulé. Mais ici, on va rester sur la personnalité de ces 2 amis de Jean Jaurès. Pour vous présenter cet aspect des choses, je vais suivre le plan que vous avez maintenant sur l'écran. D'abord, bien qu'ils ne soient pas absolument de la même génération, il y a une vingtaine d'années de différence entre Jean Jaurès, né en 1859. On ne dit pas assez souvent qu'il est né en 1859, c'est-à-dire au milieu du Second Empire. Et quand on analyse, quand on parle de la pensée de Jaurès, il faut quand même le resituer toujours dans son époque. Les Puech, par contre, eux, sont nés environ 20 ans plus tard, donc c'est une génération après, mais ils ont quand même été contemporains, ils se sont rencontrés, les Puech ont assisté à des conférences données par Jean Jaurès, et ils ont également lu tous ses livres. Je me souviens d'un détail d'un enfant qui raconte à sa mère « Ah, j'étais chez les Puech ». Ils ont tous les livres de Jean Jaurès, admiration donc pour cela. Donc il y a eu des relations directes par lesquelles on va commencer cette présentation. Ensuite, il y a un second point
qui rapproche aussi Jaurès et les Puech, c'est qu'ils se sont intéressés tous les trois à découvrir les racines françaises du socialisme. Il n'était pas question de refuser Karl Marx, bien entendu, mais il y avait aussi des racines françaises du socialisme qui étaient un peu oubliées, à l'image de Flora Tristan d'ailleurs, mais les autres aussi. Il s'agit de les retrouver. Dans le cas du troisième point, il s'agit de voir qu'il y a eu à la fois un militantisme pour la paix, or là c'était un grand thème de Jean Jaurès lui-même, et un militantisme féministe. Là, il ne faut pas placer Jean Jaurès parmi les féministes, surtout parmi les féministes avec la définition du XXIe siècle. Mais enfin, il a été un des premiers hommes politiques à dire qu'il faut accorder le droit de vote aux femmes. Et à cette époque-là, il était quand même parmi les rares à penser ces choses-là. Enfin, Jaurès ayant été assassiné en 1914, il ne pouvait plus être là, mais lors de la défaite française, lors de l'occupation, lors du régime de Vichy qui collabore avec l'Allemagne nazie, on va voir que Jules et Marie-Louise Puech ont pratiqué la résistance à leur façon. Voilà donc les 4 volets de cette intervention. Les relations directes sont évidemment des relations locales. La ville de Castres. Jean Jaurès est né à Castres. Marie-Louise Millot est morte à Castres. Quant à Jules Puech, il ne venait pas de très loin, puisqu'il est né à Labastide-Rouergue. Il a fait ses études au collège, qui évidemment ne portait pas encore le nom de Jaurès, et il est mort à Castres également. Alors ça, c'est la vue emblématique de la rivière avec son moulin à gauche, les lavandières, et surtout les maisons le long de la Goutte, qui sont une des caractéristiques de Castres. Et il faut savoir que Marie-Louise Millot et la famille Millot habitaient une de ces maisons sur la Goutte, la façade donnant de l'autre côté, évidemment, du côté de la rue, qui aujourd'hui s'appelle rue Millot du Commun. C'est le nom d'ailleurs d'un grand-père de Marie-Louise. Autrefois, elle s'appelait la rue Fagerie. Je ne sais pas si vous avez souvenir de cela, mais je sais qu'à l'époque où j'étais à Castres, quand j'ai débuté ma carrière, au collège Jean Jaurès d'ailleurs, c'est intéressant, les anciens parlaient souvent de la rue Fagerie, ce sont des traditions qui restent. Donc là, la relation directe, c'est la relation locale, géographique, la ville de Castres. La ville de Castres, dont voici 2 vues intéressantes. On l'a à gauche, bien sûr, une rue du centre qui n'a pas beaucoup changé depuis la carte postale, qui doit dater des environs de 1910, je dirais un peu avant la guerre de 14. Et de la même façon, la place, qui aujourd'hui porte le nom de Jean Jaurès et a une statue de Jean Jaurès, la place, à la même époque, la statue de Jean Jaurès ayant été inaugurée précisément le 15 mars 1925, donc on va avoir le centenaire là très très bientôt. Le tableau représentant la rivière et les maisons est au musée Goya et il est daté de 1900, c'est-à-dire que c'est un paysage que aussi bien Jean Jaurès d'un côté que les Puech de l'autre ont pu considérer. Jules Puech et Jean Jaurès d'abord et Jules Puech ensuite ont été élèves dans ce collège. Dans ce collège dont la façade est plus tardive que l'époque où Jean Jaurès était dans le collège. Mais par contre, cette façade, c'est celle que Jules Puech a pu voir, que j'ai pu voir moi-même quand j'ai été donc prof en début de carrière ici, c'était un lycée à ce moment-là, le lycée Jean Jaurès, et la façade qu'on peut voir aussi aujourd'hui, qui n'a quasiment pas changé.
Mais à l'époque de Jean Jaurès, cette façade n'existait pas encore. Le collège ayant été établi dans un ancien couvent, vous voyez sur le plan à gauche la partie hachurée, c'est une partie qui a été créée ensuite. À l'époque de Jaurès, elle n'existait pas. Par contre, la tour, la tour, virgule, elle, qui est en rapport avec le couvent des Cordeliers, l'ancien couvent des Cordeliers, était toujours là à l'époque de Jaurès, à l'époque de Jules Puech et encore aujourd'hui. Jules Puech raconte d'ailleurs dans un de ses souvenirs d'enfance que dans un coin derrière un tableau, il y avait écrit le nom de Jaurès. Alors, est-ce que c'était Jean Jaurès lui-même qui l'avait écrit ou son frère, puisque son frère a été également élève du collège, on ne le sait pas. Jules Puech raconte également que les profs du collège avaient été très fiers de la notoriété de Jean Jaurès, devenu député, mais quand il a évolué vers le socialisme, on commençait déjà quand même à hésiter. La fierté était un peu plus nuancée. Rapport entre Jean Jaurès, grand militant de l'affaire Dreyfus, et les Puech. Eh bien, les Puech, évidemment, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont étudiants à l'époque de l'affaire Dreyfus. Marie-Louise est étudiante à Paris, à la Sorbonne. Elle a passé une fois l'agrégation d'allemand à laquelle elle a échoué, ce qui va expliquer son parcours ultérieur. Elle est à Paris, elle assiste à une conférence de Jaurès sur le socialisme allemand et dans une de ses lettres, à Jules Puech justement, elle le décrit comme étonnant d'éloquence, d'esprit scientifique et de poésie en même temps. Je crois que tous ceux qui ont écouté Jaurès à l'époque auraient pu dire un petit peu la même chose. Donc, conférence de Jaurès, dans laquelle il y avait aussi précensé l'écrivain Anatole France de l'Académie française, et Marie-Louise est entrée en conflit avec d'autres étudiantes qui n'avaient pas les mêmes positions qu'elle. Quant à Jules Puech, lui, il était étudiant à la faculté de droit de Toulouse et il a participé à la défense d'orateurs dreyfusards venant de Paris, venant apporter la bonne parole à Toulouse, et attaqué par ce que Jaurès lui-même appelait les bandes du caousou, c'est-à-dire les cléricaux, les conservateurs. Cette citation, les bandes du caousou, se trouve dans un article de Jaurès dans la Dépêche, le 28 décembre 1898, un article dans lequel il juge intolérable que dans cette ville républicaine de Toulouse, les bandes du caousou règnent en maître dans les rues, et il appelle les républicains à se ressaisir. Pendant la guerre, enfin, plusieurs personnes, soit des soldats, soit des civils ou des civils, ont fait allusion à Jaurès, dont l'assassinat était tout récent, puisque l'assassinat de Jaurès est suivi à quelques jours près de la déclaration de guerre. Parmi ces admirateurs de Jaurès qui ont exprimé leur position en temps de guerre, vous avez Victorin Besse à gauche, dont le journal a été publié par la société culturelle du pays de Castres. C'est un très très bon texte. Victorin Besse était un très jeune homme, de famille radicale ou radicale socialiste, et qui, malgré son jeune âge, était capable d'une réflexion très poussée sur les causes de la guerre, sur les responsables de la guerre. Et ce Victorin Besse a présenté Jaurès de la façon suivante: il critique l'épouvantable fléau contre lequel luttait avec tant d'énergie notre Jaurès. Notre Jaurès au sens où il est de Castres comme moi, mais il a aussi des
idées à peu près les mêmes que les miennes. Et de l'autre côté, justement, Jules et Marie-Louise Puech. Jules est sur le front, il a été sur le front de Verdun, de la Somme également, et ils constatent les deux, dans leur correspondance, Jaurès manque de plus en plus. Au fur et à mesure que la guerre dure, on aurait eu besoin d'un homme comme Jaurès. Dans ce livre-là, Saleté de guerre, qui, je crois, est à peu près épuisé, mais d'après ce qu'on m'a dit, il resterait des exemplaires soldés au musée du protestantisme de Ferrières. Je ne sais pas, parce que je n'avais pas encore redit que les Puech étaient de religion protestante. Donc là, beaucoup de références à Jaurès dans ce bouquin. Jaurès manque de plus en plus. Et Marie-Louise rapporte une phrase d'Anatole France à propos du prix Nobel de la paix. Anatole France disant « le seul qui aurait mérité le prix Nobel de la paix, c'était Jean Jaurès ». Comme nous l'a dit Madame la Présidente tout à l'heure, je me suis aussi intéressé aux soldats de 14-18. Et dans ma biographie de Jaurès, j'ai recherché dans tous les témoignages de 14-18 à ma disposition, il y en a beaucoup, que ce soit des lettres ou des carnets de combattants, etc., toutes les références à Jean Jaurès. Alors il y en a un dont même la phrase « Si on avait écouté Jaurès » est devenue le titre d'un bouquin publié par l'éditeur toulousain Privat. Si on avait écouté Jaurès, je ne serais pas là dans les tranchées à tuer des Allemands ou à me faire tuer par les Allemands. Et dans le livre qui est à droite, présenté par Thierry Bonzon et Jean-Louis Robert, des lettres de pacifistes adressées au député socialiste Brison, qui avait pris position contre la guerre, on trouve comme cela beaucoup d'allusions à Jaurès, le grand Jaurès, Jaurès et Liebknecht, socialiste également allemand, et le caporal Louis Barthas, caporal audois, dont j'ai aussi publié le carnet. Anatole France, dont je viens de dire un mot, pendant la guerre en 1916, juste après le grand génocide des Arméniens de 1915, rappelle que déjà avant la guerre, Jaurès étant encore vivant et député, il avait lutté pour les Arméniens. Il avait condamné à la fois les massacres et l'attitude des Européens, l'attitude de laisser aller, de laisser faire des Européens qui auraient dû faire pression et faire fortement pression sur le sultan turc pour empêcher ces massacres. Vincent Duclerc, un historien important également sur Jaurès, a publié ce petit livre « Il faut sauver les Arméniens », tandis que l'éditeur Privat, à gauche, a décrit les massacres de 1895, ce que Jean Jaurès avait pu découvrir par lui-même, qu'il avait pu critiquer. Après ces contacts directs ou presque directs, disons, voyons quelques thèmes communs entre Jean Jaurès et les Puech. Il s'agit d'abord de rechercher les racines françaises du socialisme. Je vous ai sélectionné là et un petit peu coupé sur les bords un texte de Jaurès. C'est une conférence qu'il a faite au Trocadéro en juillet 1903 et dont le texte a été repris dans la revue socialiste. Bon, voilà des extraits. Si j'ai choisi ce soir ce sujet, donc les racines françaises du socialisme, si je désire le marquer à très rapide devant vous, qui que vous soyez, curieux simplement de la pensée socialiste ou militant accoutumé à nos batailles, c'est parce qu'il me paraît utile de retrouver en quelque façon la continuité de la pensée
et de la tradition socialiste. Si nous n'avions pas eu à subir, après la Révolution, l'obscurcissement formidable du Premier Empire, si nous n'avions pas eu à subir la Restauration, la monarchie de Juillet, le coup d'État, le Second Empire, le prolétariat ne serait pas séparé de ses traditions comme il l'est aujourd'hui. Et le nom de Fourier et le nom de Saint-Simon, qui semblent ne plus représenter que des premières ébauches confuses de la pensée émancipatrice, ces noms-là reluiraient dans la conscience et dans la mémoire du peuple en traits particulièrement lumineux et particulièrement nets. Donc voilà la position de Jean Jaurès sur cette question-là. Et il se trouve que les Puech sont allés exactement dans le même sens en retrouvant et en faisant connaître les racines françaises, les pionniers français du socialisme, à commencer par Proudhon. Vous avez à gauche la couverture de la thèse de droit de Jules Puech, le proudhonisme dans l'Association internationale des travailleurs, une thèse soutenue à Paris en 1907. Ensuite également, toujours sur Proudhon, Jules Puech a participé à une équipe qui a cherché à publier les œuvres complètes de Proudhon. Et c'était particulièrement difficile parce que Proudhon est une personnalité quand même un peu ambiguë, on va dire. Et que la droite, et surtout l'extrême droite, essayait de tirer vers elle. Bon, ce que je dis là ne vous surprend pas, parce que ce sont des choses qui ont été aussi, qui ont eu lieu aussi à d'autres périodes. Et donc, ce que voulait Puech et son équipe, c'était de conserver Proudhon à la gauche, de mettre en valeur surtout les idées qui pouvaient correspondre à celles de la gauche. Les Saint-Simoniens parisiens, bien sûr, sur la couverture du grand livre à droite, vous avez le principal disciple de Saint-Simon qui s'appelle Enfantin. Quant aux 5 personnages dont on a le portrait aussi, vous avez, en partant de la gauche, Pereire, Suzanne Voilquin, Combes, qui était un explorateur saint-simonien, Chevalier, et Élisa Lemonnier, née à Sorèze. À gauche, le petit texte de Jules Puech sur les Saint-Simoniens dans l'Aude, mais il a également écrit pour la Revue du Tarn les Saint-Simoniens dans le Tarn. Il faut dire que le mouvement saint-simonien venant de Paris avait essaimé à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, à Marseille, etc. Mais curieusement, le second centre saint-simonien après Paris, c'était Sorèze. Et donc, Sorèze, c'est la montagne noire, les 2 versants de la montagne noire, le versant tarnais, le versant audois, étaient concernés. Et je me souviens d'un je ne sais pas comment le qualifier, enfin, d'un monsieur qui a fait de l'histoire. Je n'ai pas dit historien, mais j'ai dit un monsieur qui a voulu faire de l'histoire. Il a tenu le raisonnement suivant, un raisonnement très simple. 2 grands Saint-Simoniens connus, Barrault et Lemonnier, ont enseigné à l'école de Sorèze. Et donc, ils ont divulgué et diffusé le saint-simonisme. Le seul problème que ce presque historien n'a pas vu, c'est que le saint-simonisme à Sorèze précède l'arrivée de ces 2 professeurs et que ce sont les Soréziens qui ont converti les 2 professeurs engagés au saint-simonisme. Alors, en histoire, des fois, il faut prendre quelques précautions et les visions simplistes ne sont pas toujours bonnes. Quelquefois, elles le sont, quelquefois, elles ne le sont pas. Et donc, voilà, Jules Puech s'est intéressé aux Saint-Simoniens, en particulier avec l'ancrage local, régional, la montagne noire, les 2 versants de la montagne noire. Mais surtout, ce que Jules Puech a fait connaître, c'est la personnalité de Flora Tristan. Alors, à la fois socialiste, féministe, pacifiste, extrêmement intéressante, dont une des
un des slogans, si vous voulez, une des phrases qui résumait sa politique, c'était « Prolétaires français, unissez-vous ». Donc vous voyez déjà le point de départ de quelqu'un qui a pu aller plus loin en disant « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Et elle a fait un tour de France en partant de Paris, en descendant la vallée du Rhône, Marseille, etc. Elle est passée à Carcassonne, elle est passée à Toulouse, et malheureusement, elle est arrivée à Bordeaux très malade, et elle est morte à Bordeaux en 1844. Donc vous voyez, 1844, c'est un peu avant le manifeste du Parti communiste de Karl Marx. Jules Puech, aidé par sa femme, a fait un travail colossal, et aujourd'hui encore, le livre de Puech, La vie et l'œuvre de Flora Tristan, fait autorité. Il y a d'autres travaux qui ont été faits sur Flora Tristan, mais toujours à partir de ce livre fondamental que j'ai la chance d'avoir, mais enfin bon, on peut le trouver aussi au centre et musée Jean Jaurès à Castres, parce que les Puech les descendants des Puech ont offert toute la collection de ces livres-là, et vous avez donc les éditions originales de tous ces penseurs socialistes au musée Jaurès à Castres, avec quelquefois des dédicaces, et notamment une dédicace de Flora Tristan à un de ses lecteurs. Ce Tour de France de Flora Tristan, qui était resté inédit, Jules Puech l'a retrouvé et il l'a publié en 1973. C'est donc une édition posthume, puisque Jules Puech était mort. Jules Puech est mort quelques années avant. Flora Tristan est passée à Toulouse entre le 8 et le 19 septembre 1849. Elle n'est pas venue à Castres quand même, parce que c'était les grandes routes de l'époque. Elle raconte ses rapports un peu tendus avec le commissaire de police qui voulait lui interdire de tenir des réunions. Mais par contre, chez les compagnons, vous savez que les compagnons du Tour de France ont un siège, se trouve ce qu'ils appellent la mer. Et là, le commissaire de police ne s'y risque pas. C'est un peu un endroit sacré, peut-être parce qu'il a peur des coups, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il n'y va pas. Et là, elle a pu tenir des réunions. Elle a rencontré également quelques journalistes de gauche. Et alors, elle a rencontré aussi ce monsieur Martin de Carcassonne, qui n'avait pas voulu la rencontrer à Carcassonne parce qu'il pensait que ça pouvait être défavorable pour son commerce, de rentrer en contact avec cette femme socialiste. Mais il est quand même venu la voir de Carcassonne à Toulouse. Et Flora Tristan raconte ça avec un peu d'humour, dont elle possédait un petit peu une part. Elle était plutôt quand même rigide, mais de temps en temps, quand il y avait quelques situations rigolotes, elle n'hésitait pas à la raconter. Déjà, on avait, avec Flora Tristan, abordé un peu la question du pacifisme et du féminisme. Jules et Marie-Louise Puech ont été les piliers de cette revue, La paix par le droit, revue de la paix, fondée en 1887 à Nîmes dans un milieu protestant et qui a duré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a pas été interrompue pendant la Première Guerre, alors que parler de la paix, c'était pas très bien vu par les autorités de cette époque-là, et ce n'est que la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée du maréchal Pétain et du gouvernement de Vichy, que la revue a dû disparaître. Si on arrive à lire sur la couverture de la revue verte, la couleur de la couverture, on voit que la revue des revues est faite par J.L. et M.L. Puech. La présence de Marie-Louise est extrêmement importante parce que, du fait de ses études préalables, elle était trilingue. Elle parlait français évidemment, et elle parlait parfaitement l'anglais et l'allemand. Le comité exécutif de cette revue La paix par le droit, vous l'avez donc à droite sur l'écran, c'est très masculin, mais il y a quand même 2 femmes, ce qui pour l'époque était assez intéressant.
Le président est un philosophe qui s'appelle Ruissen. Le vice-président, M. Dumas, qui est un juriste, et Marie-Louise Puech. Tandis que un des secrétaires chargé spécialement de la revue est son mari, Jules. Alors, Jules, elle, c'est Jules Louis Puech. Tandis que le trésorier administrateur, M. Lone, est toujours à Nîmes, puisque c'est là que la revue était imprimée. Donc là, on est dans le pacifisme. Sous le même toit, vivait non seulement la revue La Paix par le droit, mais aussi la Société française pour l'arbitrage entre les nations et la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Carnegie était un milliardaire américain qui avait dépensé une partie de sa fortune pour créer cette fondation, pour essayer de développer la paix entre les nations. Mais pour le moment, regardons la Société française pour l'arbitrage. Là, c'est beaucoup plus masculin. Il y a quelques femmes quand même, mais pas beaucoup. Le président honoraire, c'est le créateur de la société, Frédéric Passy, premier prix Nobel de la paix. Premier prix Nobel de la paix. Charles Richer, qui a été aussi prix Nobel de la paix. Puis vous en avez d'autres. Et vous voyez dans le secrétariat général la présence de Jules L. Puech, docteur en droit. Dans les membres de ce conseil d'administration, vous pouvez remarquer beaucoup de notables, des députés, des sénateurs, des juristes, etc. Remarquez 3 noms d'écrivains. Barbus, d'abord, en haut, c'est classé par ordre alphabétique. Barbus. Un peu plus bas, Anatole France, de l'Académie française. Et sur la deuxième colonne, Victor Marguerite, qui est également un écrivain assez connu. Et puis, je voudrais vous souligner aussi, dans la colonne de gauche, le nom de M. Destournel de Constant, sénateur, dont vous avez le portrait à droite, qui est aussi l'animateur d'un comité parlementaire, donc dans lequel il y a à la fois des sénateurs et des députés, pour l'arbitrage, comité dans lequel se trouve Jean Jaurès. Et Destournel de Constant est un des hommes politiques qui a fait un discours au moment des obsèques de Jaurès après son assassinat. Que dire encore? Peut-être en bas de la colonne de droite, vous avez le général Sébert, donc il pouvait y avoir un général pacifiste, enfin, en tout cas pour l'arbitrage entre les nations. Ce général Sébert était également un partisan de l'espéranto. C'est assez remarquable pour le signaler. Quant aux membres honoraires, je passe rapidement, simplement pour signaler la présence de M. Leblois, avocat, et donc peut-être vous avez su que c'était l'avocat de Dreyfus. Donc, vous voyez, il y a toujours un peu le même milieu, le même monde, Anatole France ayant été aussi un des grands défenseurs de l'innocence du capitaine Dreyfus. Après la guerre, le président américain Wilson, avait proposé de créer une société des nations. Et la revue La Paix par le droit, qui continue à paraître, a comme sous-titre « Pour la société des nations ». Donc, dès la fin de la guerre, la revue La Paix par le droit s'engage dans le sens de la société des nations. Et on retrouve toujours J.L. et M.L. Puech. Mais non seulement ils font la revue des revues, mais ils font aussi quelquefois des articles. Bon. Et remarquable, en 1930, Marie-Louise Puech, qui est parfaitement anglophone, va faire une tournée de conférences aux États-Unis en faveur de la Société des Nations, car vous vous rappelez peut-être un souvenir scolaire ou autre, c'est le président américain qui a voulu créer la SDN, mais les États-Unis ont refusé d'entrer parce que Wilson a été battu. C'est un républicain qui est arrivé, même s'il n'était pas aussi spécial que l'actuel,
Mais enfin, c'était un républicain, isolationniste, pas question d'entrer dans la Société des Nations. Et Marie-Louise elle a fait une trentaine de conférences à travers les États-Unis en faveur de l'entrée dans la Société des Nations. Et elle a remarqué plusieurs choses. Elle a remarqué que ce sont dans les petits États agricoles du centre qu'il y a le plus d'opposition à la SCDN. Ce sont les États isolationnistes, ce sont d'ailleurs un peu comme aujourd'hui encore, alors que ça aurait très bien marché sur la côte Est ou sur la côte Ouest. Dans la partie centrale, ça ne marche pas. Et elle critique le système électoral américain qui favorise systématiquement ces petits États ruraux isolationnistes. C'est encore la même chose aujourd'hui. Elle regrette également que les femmes, même si elles ont aux États-Unis le droit de vote, ne jouent pas un rôle plus important dans la politique américaine. Et au cours de ces conférences-là, en 1930, elle a l'occasion de se rendre à Albany, qui est la capitale de l'État de New York. La capitale de l'État de New York, c'est pas New York, hein, c'est comme ça, c'est Albany. Et là, le gouverneur de l'État de New York, siégeant à Albany, n'est autre que Franklin Roosevelt, qui va être ensuite élu président des États-Unis. Et donc, Madame Puech est accueillie dans la maison des Roosevelt à Albany. Et elle y dort d'ailleurs, elle discute avec tout le monde là. Et quand elle apprend à la fin de 1932 que Franklin Roosevelt est élu président des États-Unis, il n'est pas encore en poste. On est élu en novembre et on entre en poste le 20 janvier. Vous l'avez vu récemment avec l'élection de 2024. Donc elle écrit au Roosevelt pour les féliciter de cette victoire et Eleanor Roosevelt lui répond. Dans les archives, on a gardé ce papier-là. C'est un remerciement pour la lettre de Marie-Louise et c'est une invitation à revenir sous notre toit avant que nous quittions Washington. Bon, ça ne s'est pas fait, mais vous avez l'invitation donc des futurs présidents des États-Unis à venir les retrouver. Également, militantisme pour le suffrage féminin, un article de Jules Puech en faveur du droit de vote des femmes, mais sans trop d'illusions, puisqu'il sous-titre son article « Vaine redite ». On a l'impression qu'il est un peu désespéré, que ça ne se produira jamais. Vous savez que ça s'est produit, que ça a failli se produire en 1919, où la Chambre des députés avait accordé le droit de vote aux femmes, mais c'est le Sénat qui a retoqué et qui a donc supprimé cette bonne résolution. Il n'est pas impossible que les députés aient voté pour le droit de vote des femmes en se disant les sénateurs vont nous l'enlever. C'est pas impossible. Certains députés ont dû faire cette remarque. Bon. Le document de droite, c'est un article qui paraît en supplément dans La paix par le droit, un article de Marie-Louise Puech, l'action féminine et la Société des Nations. Donc là, vous avez les deux aspects qui sont dans le même article dont je reprends un certain nombre de thèmes dans le livre qui vous a été présenté. Enfin, je terminerai par l'époque de l'occupation et de la résistance. Cette photo représente le couple Puech à la Boriblanque. C'est un domaine agricole qui est sur la commune de Castres. Aujourd'hui, sur la voie verte qui a remplacé le chemin de fer de Castres à Albi et qui s'appelle, si je me souviens bien, la voie des droits de l'homme. C'est ça. Et donc, cette voie passe à proximité immédiate de la Boriblanque, où on voit les Puech qui ont quitté Paris au moment de la retraite de Jules Puech. Ils ont quitté Paris et ils ont bien fait parce que c'était plus facile de vivre à la campagne, à Castres, que dans la grande ville parisienne. Alors,
sur cette photo, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Jules Puech, lui, est à une table où certainement il écrit avec une plume, et Marie-Louise est derrière avec sa fameuse machine Underwood, qui lui sert à un courrier démentiel dont on va reparler dans un petit moment. Les Puech n'avaient pas d'héritier direct, pas d'enfants, donc ce sont des neveux qui ont hérité de la Borie Blanc et puis qui l'ont vendu à une ancienne pharmacienne de Lavore, que j'avais invitée d'ailleurs à cette conférence, mais qui était venue à d'autres conférences. Alors, les formes de résistance, d'abord, pour Jules Puech, qui est un écrivain, là, l'écrit. Jules Puech écrit 2 très longues lettres au maréchal Pétain, des lettres anonymes évidemment, puisque ce sont des lettres de critique, et qu'à cette époque-là, il n'était pas bon critiquer le maréchal. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces lettres-là? Il y a une forte critique de la façon dont Pétain est arrivé au pouvoir par un quasi-coup d'État, sur l'entourage fasciste de Pétain, sur la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il critique fortement la politique antisémite du gouvernement de Vichy, critique une propagande démentielle, et le titre qui est là sur ce projet de livre dit bien la pensée de Jules Puech, lettre au maréchal Pétain, qui n'a pas eu la bonne idée de mourir plus tôt, parce que s'il était mort avant le gouvernement de Vichy, il aurait été le héros, sauveur de Verdun, vainqueur de Verdun, etc., maréchal et tout. Mais là, il devient un traître, et c'est ce que Jules Puech développe. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la couverture d'un livre. Vous avez à droite la 1, à gauche la 4, la tranche. Vous avez même le prix du livre et l'éditeur l'a découverte. Le livre était prêt et l'éditeur allait l'envoyer à l'imprimerie dans les jours qui suivent. Lorsqu'il a eu la très mauvaise idée, l'éditeur, de demander l'accord des héritiers de Jules Puech. Je viens de dire qu'il n'avait pas d'héritier direct, pas d'enfant. La génération des neveux m'avait fait un accueil extrêmement favorable. Ils étaient très contents qu'on mette en valeur leur oncle et leur tante. Et puis maintenant, on est à la génération des petits-neveux, où tous étaient d'accord, sauf un, qui a interdit la publication de ce qu'il appelle des torchons contre Pétain. Alors il faut dire que cet individu se présente comme l'ami d'une dynastie politique française sur 3 générations, et que vous voyez un peu de quel côté elle se situe. Mais il y a pire que ça, puisque il m'a menacé de me flinguer littéralement, en ajoutant qu'il était un admirateur fanatique du général SS Reinhard Heydrich. Vous voyez le topo, vous voyez l'individu. Alors l'éditeur a eu très peur parce que c'est l'héritier qui a raison, du point de vue juridique. S'il ne fait passer l'éditeur devant le tribunal, l'éditeur risque très fort d'avoir une forte amende et de ne pas pouvoir publier le bouquin. Donc, on attend. Il est possible que 70 ans après la mort de Jules Puech, on puisse juridiquement publier. Et ça va se trouver dans 2 ans. Notez-le, dans 2 ans, peut-être, ce livre-là existera, je l'espère. Mais en tout cas, vous voyez un peu la mentalité de certaines personnes. C'était inattendu, parce que dans la famille Puech, on n'était pas socialiste ou communiste, mais on était quand même nettement de gauche. Voilà, donc, une forme de résistance, c'est celle-là.
Vous allez me dire, mais le maréchal Pétain, il n'a jamais lu ses lettres. Mais évidemment que le maréchal Pétain, on ne lui faisait pas lire les lettres de critique. S'il y avait des lettres d'admiration, oui, on pouvait les lui faire lire. Encore qu'il devait s'endormir dessus, mais bon, peu importe. Les lettres de critique, non, surtout pas. Mais les Puech avaient fait, avec la fameuse machine Underwood, avaient fait des doubles et les faisaient circuler pour, disait-il, faire des conversions. C'est-à-dire convertir des pétainistes ou des maréchalistes, des partisans donc, du maréchal, qui peut-être n'étaient pas vraiment fascistes, mais qui avaient été convaincus par la propagande, de les convertir à la République, à la défense de la République. Bon, voilà une première forme de résistance. Une deuxième forme, c'est de s'occuper de femmes intellectuelles, universitaires, étrangères, réfugiées en France ou coincées en France par la guerre. À gauche, vous avez une Australienne, Christine Morrow. Elle est venue à Paris faire une thèse de littérature. Elle est surprise par l'arrivée des Allemands. Elle s'enfuit vers le sud avec une amie qui a de la famille dans le Gers. Elles réussissent à passer la ligne de démarcation à un moment où elle n'est pas encore totalement étanche. Si elle avait voulu passer quelques jours plus tard, elle n'aurait peut-être pas réussi. Bon, elles arrivent dans le Gers, elles arrivent à Toulouse, etc. Et Christine va réussir à soutenir sa thèse à Toulouse, et non pas à Paris, puisqu'elle est là. C'est une personne qui a écrit ses souvenirs de son séjour en France, avec beaucoup d'humour, là on peut dire vraiment, et en particulier son récit de la soutenance de thèse est absolument remarquable. D'abord, dans le jury, il y a Raymond Nave. Raymond Nave qui est un résistant, qui va d'ailleurs mourir dans un camp de concentration allemand quelques temps plus tard. Et ce Raymond Nave, ce prof, lui dit à la fin « Je suis content de voir les Australiens se défendre aussi bien ». Phrase à double sens, c'était elle, Christine, qui défendait sa thèse, mais c'était aussi en Libye les troupes britanniques et australiennes qui résistaient à l'avancée du maréchal Rommel et des troupes allemandes. Bon, un autre détail amusant aussi, à la fin, vous savez que traditionnellement, quand on soutient une thèse, il y a à la fin ce qu'on appelle le pot, c'est-à-dire on offre à boire, biscuits, autre chose. Or, c'était en pleine occupation, à l'époque où les restrictions étaient absolument terribles, et la logeuse de Christine, qui la considérait un petit peu comme sa fille, avait réussi à trouver des gâteaux. Et il y a des gens qui s'approchaient de Christine pour lui dire « Vous savez, votre soutenance, c'était très bien. Mais ces gâteaux, où vous les avez trouvés ?» C'était à l'époque des restrictions et des difficultés alimentaires. La seconde, à droite, bien que Christine soit venue à Castres et à la Borie-Blanc, mais la seconde est encore plus intéressante puisqu'elle a aussi une vie tarnaise. Elle s'appelle Habiba Shapira. Son père est un Libanais, sa mère est une juive de Prague, en Tchécoslovaquie. Elle fuit lorsque les nazis arrivent à Prague, elle fuit à Paris. Puis les nazis arrivent à Paris, elle fuit et elle s'installe dans le Tarn à Grouillé, où la jeune fille, dans la journée, est secrétaire dans une mégisserie, évidemment. Grouillé, c'est la ville de la mégisserie. Et le soir et une partie de la nuit, elle travaille le baccalauréat pour se présenter au baccalauréat français, qu'elle réussit d'ailleurs très brillamment. Et puis, à l'été 1942, il y a les fameuses rafles, la rafle du Veldiv à Paris, mais aussi des rafles en pays méridional. Comme elles sont d'origine juive, au moins en partie, elles ont très peur. Elles sont dénoncées par une voisine, mais en même temps, elles sont sauvées par un policier. Donc, vous voyez la difficulté de juger les gens, c'est très très ambigu. Et grâce à l'argent fourni par Marie-Louise Puech, elle réussit, avec sa mère, à passer en Suisse, clandestinement, parce que les Suisses, à ce moment-là, ne laissaient pas facilement
passer leurs frontières. Donc voilà 2 exemples. Les plus intéressantes, ce sont un certain nombre de femmes juives qui étaient menacées, donc, comme les juifs à cette époque-là, et qui ont été directement sauvées. Alors, Ida Lederman, c'est celle qui est sur la photo la plus à droite. C'est une Allemande, donc d'origine juive, même si je pense qu'au point de vue religieux, elle ne pratiquait pas, mais enfin, bon, juive, qui était dans le camp de Gurs, puis qui a été amenée au camp de Noé parce qu'elle était malade, tuberculose. Et Marie-Louise a réussi à la placer dans un sanatorium où on l'a oubliée. Et donc, elle a vu la libération et elle a réussi à survivre. La seconde, qui était également dans le camp de Gurs, Else Liefman, Marie-Louise a réussi à la faire sortir du camp. Et on peut dire qu'il était temps, parce que quelques mois après, les Juifs et les Juives du camp de Gurs ont été ramenés en Allemagne et assassinés à Auschwitz. Donc elle a sauvé directement ces 2 femmes. Elle a participé au sauvetage du couple Herzfeld, où là c'était le mari qui était juif et la femme qui était, comme on disait, entre guillemets, aryenne. Mais c'est le mari qui était poursuivi. Elle a réussi aussi à les faire passer en Suisse. Alina Lichtenbaum. Alors, le couple Herzfeld a vécu à Albi et à Saint-Juéry. Alina Lichtenbaum, elle, n'a rien à voir avec la région, puisqu'elle était du côté de Grenoble, mais elle a été aussi largement aidée par Marie-Louise Puech, Abiba Shapira, j'en ai parlé tout à l'heure, et une jeune fille, Antoinette, dont les parents étaient menacés et qui est venue faire un séjour à la Borie-Blanc. Mais elle a également été des Françaises, comme ici une carcassonnaise, Madame Odette Piccolo, qui était très malade et dont le mari, résistant, avait été envoyé dans le camp de Buchenwald, d'où il écrit cette lettre en allemand pour qu'elle puisse être lue par les censeurs, évidemment. Donc Marie-Louise a participé, et là j'ai donné quelques exemples, mais il y en a une bonne trentaine de femmes qui ont été aidées de différentes façons par Marie-Louise Puech. Enfin, un castré qui était là tout à l'heure, mais qui a dû aller à l'inauguration au musée Jaurès, qui s'appelle Bernard Land, m'a communiqué cette information. Les Puech à la Borie-Blanc avaient une planque pour cacher des résistants. Alors, vous avez à gauche la couverture d'un livre qui est paru il y a une dizaine d'années environ. C'est un journaliste allemand, Johnny Granzow, qui fait un livre sur le 16 septembre 1943, la grande évasion de la prison de Castres. J'ai dit grande évasion parce que ce sont 38 prisonniers qui ont échappé. Et encore, bon, sortir de la prison quand on est 38 et on peut y arriver, mais après, se débrouiller, ne pas être repris par la gendarmerie ou la police, c'est extraordinaire. Mais cette grande évasion, qui est le sujet du livre, avait été précédée le 30 juin de la même année, 1943, par l'évasion de 2 hommes, Gérard Brault, qui avait été le radio de Jean Moulin, qui avait été capturé, qui était à la prison de Castres. Il s'enfuit avec un gardien qui s'appelait Maurice Rochbach, et ils sont justement accueillis à la Borie-Blanc, cachés à la Borie-Blanc, avant qu'ils puissent repartir sur un terrain d'atterrissage un peu provisoire, où est arrivé un avion anglais pour les remporter en Angleterre. La petite image à droite, c'est un Tarnais de Laconne, Élie Morel, chez lequel ces 2 hommes s'étaient réfugiés aussi un moment, et lui avait donné la clé, une des clés de cellule de la prison de Castres. Vous voyez qu'on est toujours un petit peu sur notre région. En tout cas, ces différentes formes de résistance sont un peu originales, évidemment, mais sont tout à fait intéressantes. Et ces situations n'étaient pas exemptes de risques. Hein. Bon, les lettres au maréchal n'étaient pas signées, évidemment, mais quand même.
et planquer des résistants, là, c'était quand même prendre un risque beaucoup plus important. Je ne ferai pas de conclusion parce que ce n'est pas une thèse, ce n'est pas un travail qui demande qu'on conclue solennellement. Donc, je dirais, j'appellerai ça épilogue, on est vers la fin, épilogue, pour dire que je n'ai pas raconté toute la vie de Marie-Louise et que j'aurais pu, et ce que j'ai fait dans le livre aussi évidemment, parler de son enfance à Castres, parler de ses études, de ses séjours en Angleterre où elle apprend l'anglais, en Allemagne où elle apprend l'allemand. Ici, la photo de gauche a été prise à Lübeck, donc pendant le séjour de Marie-Louise Millot à Lübeck, et à droite, le séjour qu'elle a fait à Montréal, à la fameuse université McGill, où elle représentait la pensée française progressiste, car la province du Québec était vraiment entre les mains d'un cléricalisme un peu obtus. Elle apportait un peu un souffle nouveau dans cette province. Ça, je l'ai raconté dans le livre, je ne l'ai pas repris ici, puisque je voulais centrer sur le rapport avec Jean Jaurès. Bon, pour terminer, les Puech ne sont pas totalement oubliés. Il y a à Castres une petite rue Jules Puech, du côté du stade qui s'appelle Pierre Fabre, je crois, aujourd'hui, qui s'appelait Pierre-Antoine à l'époque. Il y a une petite rue Jules Puech. J'avais proposé il y a quelque temps qu'une école de Castres ou de l'agglomération prenne le nom de Marie-Louise Puech Millot. Ça n'a pas été le cas, mais par contre, dans l'agglomération d'Albi, une école qui n'avait pas de nom porte maintenant le nom de Marie-Louise Puech Millot. Là, la photo est prise le jour de l'inauguration. Et puis, bien sûr, il y a plusieurs livres, plusieurs articles, dont le dernier dont vous avez des exemplaires ici, et pour lequel je dois encore dire un mot pour terminer, un mot qui ne m'enchante pas tout à fait, mais il faut quand même bien le dire. Alors, quand j'ai fait ce livre, c'est sans droit d'auteur, parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas de gagner une poignée d'euros, c'était de faire connaître le personnage. Bon. Je l'ai fait publier par un éditeur, un petit éditeur indépendant des grands groupes. Vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a une concentration de l'édition entre les mains de gens qui sont plutôt, qui sont plutôt à droite, on va dire. Là, j'ai trouvé un petit éditeur indépendant et qui a besoin d'être soutenu. Aussi, le conseil départemental du Tarn, j'ai beaucoup regretté tout à l'heure ce que vous avez dit sur la subvention qui n'a pas été reconduite. Mais bon, là, le conseil départemental du Tarn a quand même soutenu correctement le livre. Et la mairie de Castres a promis solennellement d'en acheter 2 exemplaires. Un pour la bibliothèque municipale et un pour le centre Jaurès. Merci de votre attention et maintenant, vos questions. Merci Rémi, on passerait des heures à vous écouter. C'était trop court, trop court. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Si, il y a des questions. Ah si. Ah, Martine. En fait, ce n'est pas une question que je vais vous poser. Je vais d'abord vous remercier parce que vous m'avez permis de découvrir quelque chose sur le territoire sur lequel j'habite et que j'ignorais, même si j'avais vaguement entendu parler et entendu le nom de Puech, mais plus de lui que d'elle. Voilà, mais j'ai vraiment découvert et je vous remercie pour ça. Mais je vais en fait pas vous poser une question, mais peut-être vous donner une information qui va aller dans le sens de ce que vous avez évoqué concernant les relations de la municipalité de Castres et du musée national Jean Jaurès. Vous avez peut-être vu passer une information qui est un peu surréaliste ou
pour l'année 2025, ce qui va se passer au musée Jaurès, qui a été validé donc par la mairie, c'est une année qui va être consacrée, donc 1905. On a la laïcité, on a la sécurité sociale, on a plein de choses. Et donc c'est une année qui va être consacrée au siècle de Jaurès et à Notre-Dame de Paris. Donc une exposition permanente toute l'année sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris et quelques conférences où on prend prétexte de ce que Jaurès a vécu à cette période-là. Peut-être y a-t-il marché, peut-être s'y est-il arrêté pour boire un café, et on va parler de Notre-Dame. Voilà, je voulais le dire parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui ne le savent pas. Et voilà, je referme la parenthèse, je reviens à la conférence en vous remerciant encore. Merci. D'autres interventions? Non? Bien. Mais écoutez, on va conclure. Il faut insister. Il faut insister. Alors j'insiste, franchement. Pas d'autres questions? Ah, Michel. Moi aussi, c'est pas vraiment une question. Vraiment, merci infiniment. J'ai passé un grand moment de plaisir intellectuel et historique. Vraiment. Et c'est vrai que l'allusion qui est faite à l'invasion de la prison de Castres est assez connue, ou parfois pas très connue des gens de Castres. C'est un livre remarquable qui d'ailleurs ne se trouve plus, je crois. J'en ai un, mais je ne vous le prêterai pas. Et le réseau, et ce livre-là montre la richesse du réseau militant résistant, puisque quand ils se sont évadés, ils ont tous été recueillis par dont une que j'ai connue il y a très longtemps, Noémie Buissière, qui était résistante, et qui racontait avec une simplicité incroyable comment ces gens-là risquaient leur vie tous les jours. Voilà, donc hommage à ces gens-là et merci encore. Merci. Je pense que le livre dont vous parlez et que j'ai montré tout à l'heure, on doit pouvoir peut-être le trouver à l'UDCGT du temps en Albi. Hein, c'est possible. L'Institut d'histoire sociale, voilà. Oui. D'autres questions ou un témoignage? Non? C'est bon? Bon, ben, j'insiste, mais vous devez rentrer à Toulouse aussi, hein, Rémi. Oui. Hein, et en tout cas, merci beaucoup. On a énormément appris, avec beaucoup de pédagogie, avec vraiment sans s'ennuyer une seconde. Et sincèrement, je vous le dis, vous aurait écouté 1 heure de plus. Hein, sincèrement, vous êtes d'accord? Non. On applaudit Rémi Cazel. Et merci à vous d'être venu. À très bientôt. Le livre là, c'est le vôtre ou c'est comment? Fred, tu en as pris un de vous? Celui-là.